Bonjour à toutes et tous. Je vous remercie d'être venus par une belle soirée comme celle-là. Je remercie aussi la direction et le personnel des archives départementales de m'avoir invité. Je voulais dire que ça fait plus de 15 ans que je travaille, que je viens ici régulièrement. Et en 15 ans, les personnes ont changé, mais l'accueil est toujours le même, la compétence. Et je crois qu'on a vraiment, on peut être très satisfait d'avoir un tel équipement et des gens qui sont vraiment très attachés à ce que ça fonctionne. Donc, je voulais le dire, et c'est vraiment sincère. Donc, comme Madame Stellar vous l'a dit, à l'origine de cette enquête, qui a fait l'objet à l'époque d'un mémoire de maîtrise, il y a la découverte fortuite donc, par mon cousin à la déchetterie de Lannion d'une boîte dans laquelle il y avait environ 140 documents qui concernaient ce garçon, Alfred Billan. Parmi ces documents, ils étaient de trois types. Il y avait des documents administratifs comme carte d'identité, carte de sécurité sociale, livret militaire, etc. Des documents beaucoup plus personnels, des lettres, des photos. Et puis une dernière catégorie qui était toutes les démarches que son frère et sa belle-sœur avaient accomplies après sa mort pour obtenir la reconnaissance matérielle et morale de la nation. Alors, dans un premier temps, ces documents, je les ai classés parce qu'ils étaient évidemment en désordre, donc je les ai mis par ordre chronologique, bien sûr. Et puis, je les ai lus, relus, je m'en suis imprégné, notamment les nombreuses lettres qu'il avait écrites. Et au fur et à mesure que je faisais ce travail, j'ai eu envie d'en savoir plus. Cet homme est devenu de plus en plus présent. Et j'ai vécu quelque chose que je ne connaissais pas, une situation qui pour moi était tout à fait nouvelle. Parfois j'entendais des écrivains dire qu'ils avaient été habités par leurs personnages, et souvent je me disais quand même ils en font un petit peu beaucoup. Et en fait non, c'est quelque chose vraiment que j'ai vécu. C'est-à-dire que cet homme, il a été à mes côtés comme un fantôme ou une ombre pendant un certain temps, pendant tout le temps où j'ai mené la recherche. Après, je m'en suis libéré en quelque sorte par la fin de ce travail. Et ce que j'ai voulu faire, c'était le situer dans son temps. Ce n'était pas seulement écrire l'histoire d'Alfred Billan, parce que ça m'intéressait, mais voir comment il s'intégrait dans son époque. Est-ce que ce qu'il avait fait correspondait, à ce qu'il était un peu comme les autres, ou pas du tout. Et ça passait par la confrontation justement des archives personnelles avec d'autres archives, celles qui sont conservées ici, mais d'autres aussi qui sont dans d'autres centres publics ou d'archives privées également, vous le verrez. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors bien entendu, je ne vais pas pouvoir toutes vous les montrer parce que c'est impossible, mais j'ai fait une sélection qui est subjective. J'ai essayé de montrer celle qui me semblait le plus pertinente et puis celle aussi qui s'intégrait dans un récit cohérent depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Parce que je ne voulais pas non plus qu'il soit ramené et réduit à sa seule existence de déporté, qui n'a été que 2 ans dans son existence. Il a eu une vie avant. Et de cette vie avant, je voulais aussi essayer de comprendre ce qui avait pu déterminer son engagement. Alors, je ne connaissais pas ce mot savant de carte heuristique, j'ai appris depuis ce que c'était, donc j'ai posé comme ça sur le papier un petit peu mes idées. Ce que vous voyez souligné en rouge, ça correspond à des documents qui étaient en ma possession. Et donc je me suis dit, je vais essayer de tirer tous les fils de cette pelote et aussi d'établir des liens entre eux si c'était possible. J'en ai fait 2. Et à chaque... en gros, chaque colonne correspond à une partie de sa vie, donc à un monde en quelque sorte. Et j'essayais de voir tout ce qui pouvait s'y rattacher, ce qui me renvoyait aussi à quel type d'archives je pouvais exploiter, s'il y en avait, et dans quel lieu, si c'était possible. Donc ça a été j'ai fait ça en premier pour essayer de poser un petit peu les choses. Et je pense que le modèle de l'enquête policière me convient très bien, et donc j'ai commencé à faire ce que font les policiers quand on recherche un inconnu. J'ai fait une enquête de proximité, et je suis allé tout simplement dans sa ville de naissance, qui est Landéron. Alors Landéron, je ne sais pas si certaines et certains d'entre vous connaissent, c'est un tout petit village qui doit avoir aujourd'hui 200 habitants, qui en avait 300 à l'époque, et qui est situé entre Guingamp et Pontrieux, à côté de Kermorroc. C'est vraiment à l'écart de tout, il faut bien le dire. Mais
Dans ce document, dans cet acte de naissance, il y a déjà des choses qui sont très intéressantes. Alors, ce que vous voyez en premier, cette mention « mort en déportation ». Donc la mention « mort en déportation », c'est l'application de la loi du 15 mai 1985. Et dans son cas, ça a été transcrit en 1988. Donc c'est le dernier acte public qui concerne Alfred Bihan. Une autre mention qui est antérieure, c'est celle de son décès, donc au camp de concentration de Flossenbürg. Donc il est décédé le 20 février 1945. En réalité, il est décédé le 19, mais il est inscrit comme étant décédé le 20. Et vous voyez que cette transcription, elle a été faite plus d'1 an après sa mort, en mai 1946. Ce qui montre la difficulté qu'il y a eu pour résoudre le problème d'état civil de tous ces hommes et ces femmes qui sont morts sans sépulture, parfois sans témoin. Là, ce n'est pas le cas pour Alfred Bihan, mais autrement, il y a dans les choses qui sont également très intéressantes, on apprend que Madame Bihan donc, est ménagère. Alors ménagère, c'est une appellation de l'époque qui signifie, aujourd'hui on dirait femme au foyer ou femme sans profession. Alors il faut dire qu'elle a 8 enfants, donc elle a à mon avis largement le temps de s'occuper à la maison. Et son père est marin-pêcheur. Et il y a une chose qui est très intéressante, c'est que ici il est expliqué que le déclarant, donc le père, ne s'est pas signé. Et M. Bihan n'a signé aucun des actes de naissance de ses enfants, et pas plus que son acte de mariage. C'est-à-dire qu'il n'a même pas la possibilité, il ne sait même pas écrire son nom. Parfois, on voit sur des actes de naissance des gens qui écrivent leur nom en capital d'imprimerie, un petit peu malhabile, mais lui-même pas. C'est-à-dire qu'il n'a jamais tenu un crayon de sa vie. Et donc, on imagine très bien la structure familiale, avec ce marin, cet homme qui ne sait ni lire ni écrire et qui est tout le temps en mer. C'est évidemment Madame Bihan qui tient les rênes de la maison. Et Alfred, donc son fils, va lui être très, très, très attaché. C'est un garçon très prévenant envers sa mère. Ça se voit dans ses lettres, dans le souci qu'il a de ne pas l'inquiéter, par exemple. Et bon, en tout cas, voilà, Madame Bihan, c'est elle qui tient les rênes à la maison, ça c'est sûr. Et vous le verrez aussi pourquoi tout à l'heure. Alors, le pendant de l'acte de naissance, c'est évidemment, j'allais dire évidemment, à l'époque, l'acte de baptême. On est dans une famille qui est très, très pratiquante, vous le verrez. Et Alfred, il est baptisé 2 jours après sa naissance, ce qui, à l'époque, est très courant. Chez les parents croyants, il y a une grande crainte, c'est que l'enfant meure sans avoir été baptisé. En 1917, on est encore à une époque où il y a une mortalité infantile importante. Et un enfant qui n'est pas baptisé, il se retrouve dans les limbes, donc il est privé de la béatitude céleste, et c'est quelque chose, pour les parents, c'est une vraie souffrance. Je fais une petite digression, mais les limbes, d'un point de vue théologique, n'existent plus. Il y a une décision conciliaire de Benoît XVI. Voilà. Les limbes n'existent plus, mais à l'époque, les limbes existent et les gens en sont persuadés. Donc, on se dépêche de baptiser l'enfant. Et vous voyez même qu'on peut l'ondoyer. L'ondoiement, c'est quand l'enfant va mourir, donc on le baptise quasiment entre les jambes de sa mère. C'est vraiment, ça ne va pas aller jusque-là. Et vous remarquerez également que, alors qu'à l'état civil, le prénom Marie ne figure pas, sur le registre de baptême, il est sous la protection de la Vierge. Ce qui est aussi assez banal en Bretagne à cette époque. Donc il est le dernier enfant d'une fratrie de 8, 5 filles, 3 garçons. C'est pas exceptionnel, hein, une famille de cette importance à l'époque. C'est pas non plus la norme. Il y a des familles nombreuses, mais 8 enfants, c'est pas le plus courant. C'est une famille qui est très pauvre, ce qui n'est pas non plus exceptionnel à l'époque. Tous ces gens, les paysans, les marins-pêcheurs, etc., ce sont des gens qui vivent à la frontière de la misère. Mais la ville de Landéberon n'est pas beaucoup plus riche, puisque dans le compte-rendu des conseils municipaux que j'ai consulté, en mai 18, le conseil, la situation financière de la commune étant des plus précaires, le paiement des mandats communaux étant suspendu faute de fonds disponibles, le Conseil autorise le maire à contracter un emprunt de 1 000 francs en traitant de gré à gré avec M. Le Bourdonnec, commerçant à Landéberon. Donc vous imaginez la situation. Le village fait appel à un de ses administrés pour pouvoir continuer à honorer ses mandats. Alors, ce qui, en fait, différencie la famille Le Bihan des autres, c'est le poids de la religiosité.
c'est vraiment un poids extrême, même dans une société qui est fortement marquée encore par le catholicisme et par le poids de l'Église. Madame Billan, elle a 5 filles, 4 sont religieuses. Il y a 3 garçons, donc il y a Alfred et ses deux frères aînés. Un des frères est mort au petit séminaire de Caen. Alors Eugène, lui, a carrément trahi, puisqu'il a épousé l'institutrice de l'école publique. Donc c'est quasiment l'école du diable, donc il ne fallait pas compter sur lui. Mais il est clair que pour Madame Billan, qui avait donné 4 filles à l'Église, il fallait qu'un fils embrasse la prêtrise, et c'est le rôle qui va être dévolu à Alfred, que vous voyez ici en soutane. Et donc un petit témoignage d'habitants de Landéveron. Et parlez-nous un peu de sa mère, alors, Marianne. Marianne, bien sûr. Elle était à côté des religieuses, mais elle était plus religieuse que les religieuses, oui. Les religieuses. Une bigote, comme on dit. Ah oui, avec ça dans sa tête. Et elle aimait bien faire la police, nous surveiller, tu sais bien. Ah oui. Il est assez logique que l'on retrouve Alfred au petit séminaire, donc à l'institution Saint-Joseph de Lannion, que tout le monde appelle la Basse Saint-Jean, qui est connu, et qui faisait office de petit séminaire, donc qui préparait, pas seulement, mais qui préparait aussi au grand séminaire. Et comme vous le voyez, Alfred est plutôt un bon élève. Alors, ce que je voudrais aussi souligner, ça c'est quand même très important, c'est que l'Église agit de la même façon que la République, c'est-à-dire qu'elle cherche à sélectionner ses futures élites, et donc les prêtres, notamment dans les campagnes, repèrent les bons élèves au catéchisme, et l'Église met en place un système de bourse, parce que, bien entendu, un garçon comme Alfred Billan, avec une famille aussi pauvre, n'aurait jamais pu espérer faire des études supérieures. Grâce à ce système de bourse, il est intégré dans un cursus avec l'idée que, bien entendu, il y aura, l'expression est un peu, elle n'est pas désobligeante, mais un retour sur l'investissement, c'est-à-dire qu'il va embrasser la prêtrise. Et donc, il se retrouve au collège Saint-Joseph de Lannion, ce qui est vraiment... Alors, sa foi, elle ne se discute pas, hein, elle est intense, et elle va le poursuivre, enfin, elle va le soutenir toute sa vie, mais... c'est aussi une véritable ascension sociale, hein, très clairement. C'est un moyen d'accession sociale, comme peuvent l'être aussi pour les élèves de l'école publique, les concours, les bourses, etc. Hein. Alors, donc, tout à fait logiquement, il intègre le grand séminaire de Saint-Brieuc, qui est là-haut, là-bas. Enfin, je ne sais pas si vous savez, aujourd'hui, c'est la Maison Saint-Yves. Et donc, ici, c'est un extrait du registre des notations des séminaristes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a les notes de Lannion, qui sont des notes plutôt élogieuses, et puis là, on a les notes des 2 premières années de séminaire, et notamment à la mention l'aptitude à l'état ecclésiastique, alors qu'il est noté très bien à Lannion. Ici, on a bien passable, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il est clair que la vocation d'Alfred, ce n'est pas sa vocation, c'est la vocation de sa mère. Lui, c'est un homme qui est très croyant, mais la foi est une chose, la vocation, c'en est une autre. Et donc, il va, je trouve que c'est plutôt habile d'ailleurs, il va se donner le temps de la réflexion, enfin, je l'interprète comme cela, en choisissant de faire son service militaire, de devancer l'appel, puisqu'il aurait pu obtenir très facilement un sursis, il y avait droit, jusqu'à 25 ans, le temps de terminer ses études ecclésiastiques. Il ne le fait pas, et il fait même mieux que ça, donc il suit la préparation élémentaire au service militaire, qui se déroule à l'Étoile sportive de Saint-Brieuc, qui est un club catholique assez réputé de formation sportive, mais qui s'occupe aussi de préparation militaire, et il bénéficie des dispositions de la loi du 31 mars 1928, qui lui permet, étant titulaire de ce brevet, de pouvoir s'engager. Alors, ce n'est pas un engagement pour devenir un soldat professionnel, mais il s'engage pour la durée du service militaire et il peut choisir son corps. Donc, c'est une stratégie qui me paraît assez habile. Alors, dans la mesure où la préparation militaire se fait soit le samedi, un certain nombre de samedis successifs, soit sur un temps groupé, je ne peux pas imaginer qu'il ait pu le faire sans l'accord de la hiérarchie du séminaire.
de mon point de vue, son départ du séminaire, c'est une séparation à l'amiable, hein, très clairement. Et, voilà. Et ce qui permettait aussi, je pense, vis-à-vis de sa mère, parce qu'à mon avis, ça devait être pas forcément facile de cette rupture, parce que c'en est une quand même, il passe du service de Dieu au service de la France, qui est quand même peut-être plus acceptable dans un premier temps, avec l'idée que peut-être il reviendrait, parce que alors le service militaire à l'époque, il a été porté en 1937 à 2 ans face au réarmement allemand. Donc, ce qui veut dire que pour lui, octobre 37, octobre 39, donc après, évidemment, il est mobilisé dans la suite. Alors, il rejoint donc voilà, parmi les archives de son fonds, il y a son livret militaire, donc ce qui m'a permis de reconstituer une partie de sa carrière. Et donc voilà, il intègre le 8e régiment du génie. Donc voilà, des photos, ça c'est assez classique. Le service militaire à l'époque, c'est un rite de passage pour les jeunes hommes, donc ils sont en général assez fiers et ils se font photographier dans leurs plus beaux atours. Et donc c'est lui qui a pu choisir son corps et il est dans les transmissions. Les transmissions étant à l'époque des unités d'élite. C'est là que c'est une unité avec... il y a beaucoup de techniques, etc. Donc je fais le lien avec son niveau d'études, même s'il a fait des études qui ne sont pas liées directement à la technique, il a les capacités à apprendre et il les met en place. Alors voilà, les lettres que l'on... Alors il y a les lettres où il raconte qu'il s'ennuie beaucoup, et puis au service historique de la défense à Vincennes, il y a un certain nombre de rapports qui sont envoyés par le commandant des 2 casernes, celle de Limoges et celle d'Artois, qui sont le nom des casernes qui sont à Versailles. Et ce militaire ne cesse de se plaindre de la vétusté des locaux, du fait que les soldats sont malades parce qu'il y fait froid, parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Et donc, vous voyez, une idée, pour quasiment 1000 hommes, il y a 13 pommes de douche et 55 robinets de lavabo. Donc, ça vous donne une idée des conditions d'hygiène. Il n'y a pas grand-chose qui est prévu pour les moments de loisirs. Alors, ce que lui fait, c'est qu'il a de la famille en banlieue, puisqu'il y a déjà une diaspora bretonne. Hein, les gens quittent cette misère dont je vous ai parlé pour aller s'installer en général dans la partie ouest dans la banlieue, pour travailler souvent sur les chantiers ou dans les industries naissantes. Et donc, le week-end, il écrit en disant qu'il est allé chez la tante Intel, chez l'oncle Intel, en sachant, vous le savez peut-être encore mieux que moi, qu'ici on a une conception relativement élargie de la famille. Donc, tante ne venait pas nécessairement la sœur de son père ou la sœur de sa mère, ça peut être relativement éloigné. Mais en tout cas, il y est bien accueilli. Et puis, il y a un autre moment aussi qui, pour lui, est un moment réellement joyeux. Ce sont les manœuvres qui ont lieu là, dans les environs d'Hirson. Et pour lui, alors vous voyez, il a une calligraphie absolument magnifique. Il n'y a pas une faute. Et il a des vraies qualités de plume, en ce sens qu'il est capable de jongler avec un parler un petit peu populaire, un petit peu argotique, mais aussi avec un registre beaucoup plus soutenu. Et il peut aussi croquer une scène en quelques mots. Il a vraiment des qualités de plume, et la lecture de son courrier est très agréable. Alors, cet homme qui pourtant a beaucoup vécu en pensionnat, hein, que ce soit à Lannion ou bien au séminaire, redécouvre la joie du grand air. Donc il dit « Nous couchons sur la paille dans une grange dépendant d'une ancienne tannerie. Un peu de paille, une couverture, on dort aussi bien que dans un vrai lit. » Et puis il apprécie aussi beaucoup la convivialité, et notamment il nous dit qu'il fait une cure, je cite, « de bières blondes et brunes à 12 sous le demi ». Et alors ce qui est très étonnant par contre, c'est que cette lettre, donc ces manœuvres datent de juillet 1939, donc inutile de vous dire que le ciel est plutôt sombre sur l'Europe et que l'imminence de la guerre ne fait de doute à peu près pour personne. Eh bien, il n'y a pas de trace d'inquiétude dans cette lettre. Alors je l'interprète à nouveau comme une volonté, un désir de ménager sa famille. Ce n'est pas nécessairement que lui n'en a pas conscience. Je pense qu'il a vraiment ce souci de ne pas inquiéter ni sa mère, ni son frère. Alors quand il dit sœur, en fait, c'est souvent sa belle-sœur. Il appelle sa belle-sœur sa sœur, dans les courriers. Alors, quand la guerre éclate, alors tout ça, ce sont
voilà, ce sont des... à chaque fois, j'ai mis la provenance, pardon. Donc, quand la guerre éclate, il est versé dans la 2e division cuirassée de réserve, alors qui n'a pas eu la chance de la 4e, qui était commandée par un certain colonel de Gaulle à l'époque, et qui est passé à la postérité. Mais c'est une unité d'élite. C'est une des rares divisions blindées françaises qui va effectivement s'illustrer sur le front. Et donc, il est dans les transmissions, comme je vous l'ai dit. Et vous voyez bien que c'est un vrai travail de spécialiste, hein, parce que je suis incapable de vous commenter ce schéma des transmissions des unités de la division, mais ce qu'il faut, c'est établir en fait des liens radiotélégraphiques ou par fil entre les différentes unités, en sachant que dans la réalité d'un combat, tout ça, ça bouge, hein, bien sûr. Hein, c'est pas fixe. Et pour l'anecdote, il y a encore des unités colombophiles. On utilise encore en 40, les Allemands aussi d'ailleurs, des pigeons voyageurs. Alors lui n'est pas dans une unité colombophile, mais dans les transmissions, il y en a. Il est dans un groupe de 190 hommes et il est sergent. Donc il a un grade de sous-officier, hein, ce qui est plutôt pas mal pour un soldat qui n'est pas un soldat professionnel. Et son unité est engagée immédiatement dès l'offensive allemande. Son unité, elle est engagée. Et on a justement au service historique de la défense deux rapports qui ont été rédigés. L'un qui s'appelle « Conclusion et enseignement sommaire de l'ensemble des opérations de l'infanterie des chars de la 2e DCR » et l'autre « Rapport d'observation de la 2e DCR pendant la campagne de mai-juin 40 » et qui nous permettent de nous faire une idée des opérations dans lesquelles son unité a été engagée. Donc elle monte au contact des Allemands, si vous avez en tête l'offensive allemande en mai 40, donc son unité monte, et elle est tout de suite au contact des Allemands. Elle mène donc des combats, notamment à Abbeville, une contre-attaque un peu qui n'est pas victorieuse, mais qui est une contre-attaque qui va stopper les Allemands. Et elle mène des combats aussi de retardement, notamment sur les ponts de la Somme de l'Oise, pour permettre aux unités qui sont plus en difficulté de reculer en bon ordre. Je pense que cette expérience de la guerre est, à mon avis, très très importante, parce que bien sûr, c'est un homme vaincu qui va rentrer en Bretagne, mais il n'appartient pas à une unité qui a été anéantie. Vous avez tous en tête les images de mai-juin 40 avec les colonnes de soldats en fuite, en débandade. Ce n'est pas du tout le cas. Son unité tient le coup, c'est le cas de le dire. Et donc je pense que lui n'intègre pas l'idée du soldat allemand comme étant un surhomme, comme étant quelqu'un qui ne peut pas être vaincu. Il sait que l'armée allemande les a battus, c'est clair, mais à mon avis, il a une vision qui est assez différente de celle que pouvait avoir quelqu'un qui a appartenu à une unité qui s'est retrouvé sur les routes en fuite et complètement désespéré. Alors voilà, dans le rapport, ils sont qualifiés, lui et ses hommes sont qualifiés de techniciens d'élite, ce qui vous confirme ce que je vous ai dit sur le très haut degré de technicité de ces unités de transmission. Alors, à l'issue de la campagne de mai-juin 40, il fait l'objet d'une citation à l'ordre du régiment et il obtient la Croix de guerre. Il est démobilisé le 30 août 1940, dans la Creuse, et il revient à ce moment-là en Bretagne. Et je ne peux rien vous dire de ce qu'il fait entre août 40 et quasiment début 42. C'est comme ça, c'est la vie aussi d'un historien, c'est qu'il y a des moments où il faut accepter qu'on ne sache pas. Bon, ben voilà. Donc comme je ne sais pas, je ne vous en dirai rien. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que on le retrouve en début 42. Il vit à Colombes et il a été embauché, il travaille à la gare de Bois-Colombes. Et la gare de Bois-Colombes lui rend hommage. Il a travaillé qu'1 an à la SNCF, mais vous voyez, ses camarades ne l'ont pas oublié. Je trouve ça très émouvant parce qu'il est resté peu de temps. Il était contractuel, il n'est pas titulaire de son poste à la SNCF, mais malgré tout, on lui rend hommage. Alors, j'ai oublié de le signaler tout à l'heure, on est tout le temps entre Bihan et Le Bihan. À l'état civil, il est né Bihan, mais souvent, lui-même signe Le Bihan. Donc j'en déduis qu'au sein de la famille, c'est Le Bihan, et pour l'état civil, c'est Bihan. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Mais donc voilà, ça revient régulièrement. Alors
c'est un peu surprenant que la SNCF l'ait immatriculé sous le nom de Bihan, alors que sa carte d'identité est au nom de Le Bihan, alors que sa carte d'identité est au nom de Bihan. Enfin, c'est comme ça. Alors, pourquoi la banlieue parisienne et pourquoi la SNCF? L'hypothèse que je fais, c'est que en banlieue, il connaît des gens, il a de la famille, il a peut-être noué des amis, en tout cas, il a de la famille. Et à l'époque, en Bretagne, à Landéberon, c'est pas là qu'il va trouver du travail. Le seul travail qui est disponible, c'est sur les chantiers de l'organisation Todd, hein, qui construit le mur de l'Atlantique et l'aéroport à Lannion. Donc on peut comprendre que cet homme-là n'a pas envie d'y aller. Et puis il se trouve que la SNCF, qui a perdu beaucoup de monde pendant la guerre, elle a des tués, des prisonniers, recrute beaucoup. Elle recrute notamment, alors lui c'est son cas, il va être manutentionnaire, donc c'est un travail peu qualifié. Pourquoi? Parce que avec les restrictions avec les pillages qui sont imposés par les Allemands, vous savez qu'il y a des restrictions considérables sur le plan de la nourriture, notamment dans les villes. Donc se développe un échange de colis. Hein, les gens qui ont de la famille à la campagne se font envoyer de la nourriture, et donc il y a une multiplication de petits colis. Donc il faut des manutentionnaires pour décharger les wagons. Donc il est embauché à la SNCF et il s'installe dans une pension de famille à Colombes. Alors là, ce sont les archives départementales des Hauts-de-Seine qui sont mises à contribution. Et ce sont les feuilles nominatives du recensement. Alors c'est par rue, c'est pas par ordre alphabétique, c'est par rue, c'est par numéro de rue. Et donc il habite la rue de Rueil, qui est une rue très très longue, hein, qui fait plus de 2 km. Et quand on regarde ces fiches individuelles de recensement, on s'aperçoit que c'est un quartier qui est socialement mixte, avec des artisans, des ouvriers, il y a des comptables, il y a un directeur, on n'oublie pas ce qu'il dirige, on nous dit qu'il est directeur. Et puis donc quelques pensions de famille qui accueillent tous ces travailleurs, dont lui. Et il y vit la vie ordinaire d'un banlieusard qui est marquée essentiellement par les restrictions. Donc là, pour ceux qui connaissent, ce sont les fameux tickets de rationnement. Vous voyez, monsieur? Voilà, ce sont les célèbres tickets de rationnement. C'est assez compliqué comme système, je n'ai pas tout à fait tout compris, mais je sais que c'était très compliqué. Mon père en avait aussi. Et lui-même, d'ailleurs, dans ses lettres, explique qu'il il demande à sa famille de lui envoyer de la nourriture dans des bidons de persil, donc la lessive persil que certains d'entre vous ont peut-être connue. Et donc arrive à Colombes des artichauts, des choux-fleurs, des pommes de terre et même des œufs. J'étais très surpris. Alors je me suis posé la question, est-ce que ce sont des œufs qu'on a fait cuire, ou est-ce que ce sont qui sont durs, ou est-ce que ce sont des œufs frais? J'en sais rien. Mais en tout cas, les œufs arrivent et il renvoie les cartons vides, les sacs, les ficelles, parce qu'il n'y a vraiment rien. Hein. Donc il renvoie tout ça à ses parents, à sa mère, parce que son père est mort, j'ai oublié de vous le dire, en 1934. Et il leur renvoie également des choses qui sont plus difficiles à trouver à la campagne, comme du chocolat, des bonbons, des napperons, des choses, du tissu. Hein. Donc il y a comme ça tout un marché parallèle, en quelque sorte, une économie parallèle qui se met en place pour compenser les privations. Alors il y a des choses qui sont beaucoup moins drôles, c'est les bombardements. Colombes, c'est une ville industrielle. Il y a une grande usine de caoutchouc qui va devenir plus tard Kleber-Colombes, la fabrique de pneus, qui à l'époque travaille pour les Allemands. Il y a la zone industrielle d'Argenteuil avec des usines de moteurs d'avion. Il y a le port de Gennevilliers. Donc Colombes est régulièrement à la cible à partir de 1942, la cible des aviateurs alliés. Donc ici, ce sont des rapports qui proviennent des archives nationales, où on fait état. Donc là sont recensés tous les points où sont tombées les bombes. Là, ce sont les victimes. Donc vous voyez, il y a 20 morts et 33 blessés. Et puis un mois plus tard, la ville va être encore plus durement touchée. Et vous voyez, ce que je vous expliquais, il dit à sa mère, là on est en juin, donc très peu de temps après les bombardements dont je viens de vous parler, il dit « Ici, calme plat, sauf de fausses alertes de temps en temps ». Alors là, il dit « Ici, tout est calme, mais gare au 28 ou 29, nouvelle lune ». Nouvelle lune, ça veut dire nuit noire, donc là, c'est la probabilité de bombardement, puisque les avions vont pouvoir être moins facilement repérés par la DCA, puisqu'il n'y a pas de lune. Voilà, ça traduit un petit peu son inquiétude. Mais globalement,
comme vous le voyez, il essaye toujours de rassurer les siens. Il est vraiment très préoccupé de cela. Alors, il n'est pas le seul, hein. C'est une attitude assez commune à l'époque. Je pense que, ceci dit, nous ferions de même aujourd'hui, en réalité, je pense, si on était dans les mêmes circonstances. Voilà. Alors, les choses auraient pu continuer comme ça, sauf que Alfred va être victime de la loi du 4 septembre 1942. Alors, la loi du 4 septembre 1942, ce n'est pas encore le STO, mais ça préfigure le STO. C'est une loi qui est promulguée sous la pression allemande, bien sûr. Alors, inutile de vous dire que le gouvernement de Laval, il n'y a pas besoin d'exercer de pression très forte, puisqu'il est un partisan tout à fait acharné de la collaboration et de la victoire de l'Allemagne, puisqu'il le dit, Pierre Laval. Et donc, c'est une première mesure. Mais les Allemands, de façon assez habile, préfèrent que leurs exigences aient l'apparence d'une loi française, et bon, même si, évidemment, personne n'est dupe. Alors, cette première loi, elle dit, je vais vous lire, parce que là, c'est pas forcément évident, elle stipule « Parmi les Français et ressortissants français résidant en France dont l'aptitude physique aura été médicalement constatée, toute personne de sexe masculin âgée de plus de 18 ans et de moins de 50 ans, et toute personne de sexe féminin célibataire, âgée de plus de 21 ans et de moins de 35 ans, peuvent être assujettis à effectuer tous travaux que le gouvernement jugera utiles dans l'intérêt supérieur de la nation. » Donc, première chose. Article 3. Tout Français ou ressortissant français de sexe masculin résidant en France, âgé de plus de 18 ans et de moins de 50 ans, devra pouvoir justifier un emploi utile aux besoins du pays. Donc c'est très clair, on ne peut pas y échapper. Et ce que le texte ne précise pas, c'est que les travaux que le gouvernement jugera utiles dans l'intérêt supérieur de la nation peuvent tout à fait se dérouler en Allemagne. Donc les entreprises vont recevoir des quotas, alors qui ont été là définis par les Allemands. Les Allemands disent pour la SNCF on veut tant de personnes, pour telle industrie tant de personnes. Et c'est ensuite à elles de se débrouiller avec cette affaire-là pour sélectionner les travailleurs qui vont partir en Allemagne. Elles vont d'abord faire un appel aux volontaires, qui en général, ça va être un fiasco, et ensuite elles désignent. Vous comprenez bien qu'Alfred, il est célibataire, sans enfant, il est manutentionnaire, c'est-à-dire que demain, il peut être remplacé par n'importe qui, il n'a aucune qualification sur le plan ferroviaire, donc il est évidemment, il est quasiment une victime toute désignée. Donc il reçoit ce certificat d'embauchage qui lui intime l'ordre de partir à Magdebourg, donc pour travailler dans les chemins de fer allemands. Donc son statut de cheminot, il est cheminot, il sera cheminot, enfin il serait cheminot en Allemagne s'il y allait. Et alors il y a cette formule que je trouve assez étonnante. Il y a un tampon qui dit « accepte de partir mais ne signe pas ». Parce qu'évidemment, il ne veut pas partir, sinon il aurait signé. Et ça donne, je crois que ça donne une idée du discrédit du régime. Quand on en est là, à faire des tampons où l'on marque « accepte de partir mais ne signe pas », ça montre bien à quel point on est totalement discrédité. Donc, Alfred ne part pas. Donc à ce moment-là, c'est un réfractaire. J'insiste bien sur le fait que c'est un réfractaire, ce n'était pas encore un résistant. Quand on est réfractaire, on est déjà un hors-la-loi, très clairement, mais on n'a pas encore franchi le pas. Il y a des gens, par exemple pour le STO, qui est plus connu que cette loi du 4 septembre, un certain nombre de réfractaires se sont contentés, entre guillemets, parce que c'est déjà un acte de désobéissance, de partir et de se cacher chez des amis, dans la famille, et ne se sont pas pour autant engagés dans la résistance. C'était déjà dehors la loi, c'était déjà un acte de rébellion, mais ça n'est pas encore le passage à la résistance. Donc il part, et il y a une chose qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'il part, mais il y a un petit pied de nez aux négriers qui veulent l'envoyer en Allemagne, c'est qu'il prend soin de récupérer les chaussures et le vêtement de travail auxquels il a droit. Donc il les récupère et il rentre en Bretagne avec tout ça. Donc il arrive en Bretagne, il rentre chez sa mère, mais il n'y reste pas, et je pense très simplement que c'est parce qu'il ne veut pas que sa mère puisse avoir des ennuis à cause de lui, donc il reste 1 ou 2 journées chez sa mère, et il s'installe à Lézardrieux, je ne sais pas si vous connaissez, c'est clair pour tout le monde. Non, je dis ça parce que j'ai été étonné ici, comme Madame Sellard l'a dit tout à l'heure, j'ai travaillé avec des élèves, il y avait des élèves briochins qui ne savaient pas où était Lézardrieux. Bon. Donc il va chez un jeune homme qui s'appelle Jean Quattenrock, et qui exploite, son père étant mort, qui exploite avec sa mère une ferme de maraîchage, où ils sont des gens qui sont plutôt à l'aise, à la différence d'Alfred.
Et donc il revient dans un pays qui est occupé depuis 2 ans et demi et où les choses ont beaucoup changé par rapport au moment où il l'a quitté. Alors, pour avoir un peu une idée de la situation, en tout cas de l'état de l'opinion dans le Trégor, dans le département à cette époque, on a plusieurs sources qui, là, sont conservées ici. La première, c'est la surveillance qui est exercée par les policiers des renseignements généraux. Et l'intérêt de leur synthèse hebdomadaire, c'est qu'eux, ils ne sont pas dans le politiquement correct, ils ne sont pas dans les euphémismes, ils appellent un chat un chat. Alors là, je ne sais pas si... Oui, j'arrive à le lire. Donc ils disent, par exemple, dans ce rapport qui date de janvier 1943, donc au moment où Alfred arrive en Bretagne, on nous dit « La majeure partie des gens sont renseignés sur les événements extérieurs par les radios étrangères, anglo-américaines, Suisse, Maroc, etc., et se réjouissent de la tournure des événements de guerre indiqués par ces radios. » Donc c'est Stalingrad, en janvier 1943, Stalingrad va bientôt tomber. Tous aspirent à la libération du territoire des troupes étrangères. On ne peut pas être plus clair que ça. Une autre source, c'est les rapports mensuels des sous-préfets et des préfets, qui utilisent d'ailleurs les synthèses des policiers des renseignements généraux. Ils les récupèrent, ils font une nouvelle synthèse, le sous-préfet pour le préfet et le préfet pour le régime de Vichy. Alors là, on est sur déjà un langage plus diplomatique, mais malgré tout, ils ne peuvent dissimuler la situation de l'opinion, et le fait que l'opinion se détache de plus en plus, très clairement, du gouvernement, de la collaboration, et de plus en plus hostile à l'occupant. Ici, dans ce rapport qui date de la fin mars 1943, il est fait allusion aux événements dont il va être question un peu plus tard, donc la tentative de départ d'Alfred et de ses camarades pour l'Angleterre. Donc il est dit là, de nombreuses arrestations ont été opérées par les Allemands à la suite de prétendues tentatives d'évasion vers l'Angleterre. Donc vous voyez, le sous-préfet emploie un langage un peu châtié, il dit prétendu départ. Et là, c'est de la même façon, il dit, il est à craindre que les incidents qui se sont produits à Lézardrieux et Ploumanac ne rendent vains tous mes efforts pour obtenir des possibilités plus importantes pour la pêche. Donc il parle d'incidents, il ne s'étend pas, mais quand on lit entre les lignes, on sait de quoi il parle. Il y a une troisième source qui n'est pas ici, qui à mon avis est insuffisamment exploitée, et qui sont les rapports d'activité du 15e corps d'armée allemand en occupation en Bretagne. Donc c'est le point de vue des Allemands qui ont rédigé ces rapports entre 1940 et 1944, et ils ont été traduits en 1978, et ils sont conservés, ils ont été commercialisés par le service historique de la Défense. Aujourd'hui, on peut les acheter en ligne, d'occasion, mais ils sont épuisés. Et c'est très très intéressant parce qu'on a le point de vue des Allemands, et ils sont extrêmement lucides. C'est bien documenté, et ils ont des analyses politiques qui sont, de mon point de vue en tout cas, très pertinentes. Ces trois sources, elles vont dans le même sens, c'est-à-dire celle d'un rejet massif de l'occupant et du gouvernement de collaboration. C'est pas tant... alors ça peut être pour certaines personnes pour des raisons idéologiques, mais c'est surtout face au pillage systématique des ressources matérielles, agricoles, humaines avec le STO, et aussi des multiples vexations auxquelles sont confrontées les populations occupées. Le couvre-feu... En gros, les Allemands sont les maîtres, ils font ce qu'ils veulent, et ils n'hésitent pas à le montrer. Donc, la résistance, à ce moment-là, est déjà organisée, elle commence à se structure de plus en plus, avec d'un côté des réseaux de renseignement d'évasion, et de l'autre côté les mouvements autour du Front National, qui est une création du Parti communiste, mais qui recrute bien au-delà du monde communiste, et puis Défense de la France, qui va regrouper plutôt le monde démocrate chrétien. Donc Alfred arrive à ce moment-là, dans ce contexte-là, et l'activité qu'il va avoir à ce moment-là, elle nous est connue par de multiples sources. Là, c'est très intéressant parce qu'on a différents éclairages.
le récit des camarades qui ont été arrêtés en même temps que lui, déportés en même temps que lui, et qui sont revenus, et qui, lorsqu'ils ont rempli les dossiers pour la carte de déporté résistant, ou déporté politique, ou la carte de combattant volontaire de la résistance, ont fait le récit de leur arrestation. Il y a le récit d'un des déportés, qui l'a fait pour la Fondation pour la mémoire de la déportation, qui a recueilli les récits d'un certain nombre de déportés. Le témoignage d'un gendarme de Lézardrieux. Alors c'est très intéressant parce que ce témoignage, je crois qu'il vient juste après, voilà, il a été fait en décembre 1944. Donc, alors que lui ne connaît pas la fin de l'histoire, nous la connaissons. Quand ce gendarme écrit ce rapport pour justifier de son action de résistant, les hommes dont il parle ne sont pas encore entrés de déportation. Et puis, un témoignage que je trouve très, très émouvant, voilà, que vous voyez là. Ce monsieur, Jean-François Élien, était une des personnes qui devait partir en Angleterre avec les autres, et qui n'a pas été arrêté, lui. Il a pu échapper à l'arrestation, et il a rédigé ce document. Je ne peux pas vous dire ni quand ni pourquoi. Et je le trouve émouvant parce que ce monsieur, il n'a quasiment pas été à l'école, donc c'est écrit en phonétique. Hein. Pour le comprendre, il faut le lire à haute voix. Et il raconte comment les choses se sont passées. Il en manque une partie qui n'a pas été conservée. C'était chez sa sœur. Hein. Quand je suis allé la voir, la dame, elle avait 92 ans. Elle a remué, elle a vidé quasiment ses meubles pour le retrouver. Et oui, je trouve ça très, vraiment, c'est un document qui est très émouvant. Et l'intérêt, c'est que l'ensemble de ces sources convergent, racontent toutes la même chose, mais avec un point de vue différent. Chacun voit ça de où il est, bien sûr, et ce qui garantit aussi la véracité des faits. Donc, quand Alfred arrive en Bretagne, dans un premier temps, il prend contact avec les FTP, les francs-tireurs partisans de Lézardrieux, et il ne donne pas suite. Alors, au début, quand j'ai commencé cette recherche, j'ai pensé que ça pouvait être pour des raisons de divergence idéologique. Je me suis aperçu que c'était une piste qui était tout à fait fausse. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Quand les gens veulent faire quelque chose, ils s'engagent. Si c'est les FTP, ils vont vers les FTP. Si c'est les Forces de la France, ils ne vont pas être là à se demander qui fait quoi. L'important, c'est de pouvoir entrer dans un réseau ou dans un mouvement et agir. L'hypothèse que je fais, ce n'est pas celle-là. C'est que en janvier 1943, la résistance n'exerce pas pour quelqu'un comme Alfred une force d'attraction suffisante. Alfred, c'est un soldat, il a combattu, il a des compétences militaires. Donc lui, ce qu'il veut, lui et ses camarades, mais lui sans doute encore plus que les autres, puisqu'il a cette expérience, c'est reprendre le combat contre les Allemands. S'il part en Angleterre rejoindre les forces françaises libres, dans quelques semaines, il sera sur le champ de bataille, puisque les FFL sont engagés en Afrique notamment, et sur différents fronts. Donc je pense que ce qu'il vise, c'est cela. Peut-être que quelques mois plus tard, avec le STO et l'afflux des réfractaires dans les campagnes, où on aura besoin de cadres pour encadrer tous ces jeunes gens, peut-être que son choix aurait été différent. Mais à ce moment-là, en tout cas, ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr, mais je pense qu'elle me paraît assez recevable. Il va faire le choix, avec un certain nombre de jeunes gens des Lézardrieux, de partir pour l'Angleterre. Le projet, c'est de s'emparer du bateau des phares et balises, qui s'appelle la Horen, et avec l'accord de l'ingénieur des phares et balises, qui est M. Lebras, qui était lui-même quelqu'un de très engagé dans la résistance. Et le projet est le suivant. 3 marins confirmés, les frères Ledu et André Razavet, vont s'emparer du bateau à Lézardrieux, vont le laisser dériver dans le Trieux sans le faire démarrer tout de suite pour ne pas attirer l'attention des Allemands. Et le gros de la troupe sera sur l'île Modèze, qui est dans la baie du Trieux, qu'on peut rejoindre par grande marée. On est le 8 mars, c'est une très grande marée, donc il y a un chenal qui permet d'aller à pied dans cette île. Alors ça, c'est ce qui devait se passer, sauf que ça ne va pas se passer du tout comme ça. Au lieu de voir arriver la Horen, ce qu'il voit arriver, c'est un navire allemand. L'île est encerclée par les marins allemands. Et seules 6 personnes sont arrêtées en tout, parce que la dénonciation ne fait aucun doute et les Allemands ont une liste. Il y a d'autres gens,
et qui disent on pêche, parce qu'à l'époque, il y a encore beaucoup d'ormeaux, donc comme c'est une grande marée, il y a des pêcheurs d'ormeaux, et un certain nombre de gens, dont ce garçon, lui, il a son panier avec des ormeaux, il dit aux Allemands, bah oui, moi je pêche, et donc on le laisse partir. Il y en a 6 qui sont arrêtés, et vous voyez que le préfet, qui va être assez rapidement informé de ces arrestations, en fait état au gouvernement de Vichy. Donc il y a une erreur sur le prénom de Lecor, c'est Yves Lecor, c'est pas Francis Lecor. Donc ce document, il est là, hein, c'est un document qui est conservé ici. Alors, sont conservés ici également, la préfecture dresse mensuellement une liste des personnes qui ont été arrêtées par les Allemands, avec, quand elle est connue, la date de l'arrestation, le lieu de la détention et les suites éventuelles. Donc vous pourrez le voir tout à l'heure, et correspondent à chaque ligne est numérotée, et à chaque numéro correspond une fiche où sont recueillis un certain nombre de renseignements, souvent c'est très succinct, sur les personnes arrêtées. Vous pourrez les voir tout à l'heure, et vous ne trouverez pas la fiche d'Alfred, parce que Alfred était à Les Ardrieux sous une fausse identité. Donc, l'hypothèse que je fais, c'est que dans un premier temps, il a décliné cette fausse identité, ce qui explique qu'il n'est pas sur les listes. Ensuite, les choses ont été rapidement découvertes, et après, il est nommé avec sa véritable identité. Ces hommes, ils sont interrogés très peu de temps à Les Ardrieux, et ensuite, ils sont donc incarcérés à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc. Donc, ce registre de contrôle nominatif, vous le trouverez, il est là. Donc, c'est toutes les personnes qui ont été incarcérées, aussi bien dans la partie d'ailleurs allemande que dans la partie française, puisque les Allemands réquisitionnent la moitié de la maison d'arrêt de Saint-Brieuc, la partie, quand on est face à la porte d'entrée, c'est la partie droite. Ils réquisitionnent cette partie-là qu'ils vont administrer. Et donc, ici, j'ai entouré, vous le verrez tout à l'heure, il y a le nom des 6, et puis un certain nombre d'indications. Le point d'interrogation, là, ça indique qu'on ne sait pas ce que la personne qui a rédigé ce document, elle note en fait, elle ne sait pas ce qu'ils sont devenus. En fait, ils vont être déportés, bien sûr, pour l'Allemagne. Et donc, dans cette prison à Saint-Brieuc, les conditions de détention à l'époque, j'insiste bien à l'époque, dans la partie allemande sont plutôt étonnamment libérales. Honnêtement, à la lecture des lettres d'Alfred, j'avais du mal même à le croire. Par exemple, vous voyez, il écrit que, par exemple, la visite de Marcel me ferait plaisir. Toutes les visites sont permises tous les jours. On a connu quand même un régime plus sévère que celui-là. Ils peuvent recevoir des colis autant qu'ils veulent. C'est comme ça. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et un exemple où, par exemple, un document comme celui-là va être éclairé par un témoignage, c'est celui-là. Il dit « Je n'ai pas à me plaindre ici, ni de la nourriture, ni du couchage. Dieu merci, nous sommes à 2 dans notre cellule, et ainsi les heures paraissent plus brèves, car la solitude doit être terrible ici. » Alors, en effet... J'ai été mis dans une cellule tout seul. On se demandait où on tombait, quoi. Vraiment. Et alors, quand j'ai vu sur la porte, à l'intérieur, un papillon qui était inscrit, et comment c'était mis, donc, au cas où il y aurait une attaque contre des soldats allemands, celui qui était dans cette cellule pourrait être être pris et fusillé immédiatement. Comme otage ? Comme otage, oui. Alors ça m'a fait refroidir drôlement. Et puis entre 4 murs comme ça. Et puis bon, au bout de quelques jours, on m'a donc mis en haut, dans la grande cellule, ça s'appelait l'atelier à l'époque. Et il y avait une pièce au bout qui communiquait avec cette grande pièce-là. Et pour les WC qui étaient à l'autre bout, ceux qui étaient dans cette petite pièce-là étaient obligés de passer par la nôtre, quoi. Et là, c'était les copains de Les Ardrieux qui étaient là. Et c'est là que j'ai fait leur connaissance, donc Alfred Billon et puis les autres. Alors ensuite, Alfred va suivre le parcours, j'allais dire, classique d'un déporté résistant ou d'un déporté politique. C'est-à-dire qu'il est d'abord détenu dans une prison locale, près de son lieu d'arrestation, donc ici la maison d'arrêt de Saint-Brieuc. Ensuite, il se retrouve à Compiègne. Compiègne qui est le lieu où sont concentrés les résistants qui ont été arrêtés, les Juifs étant, eux, à Drancy.
À Compiègne, les conditions de détention ne sont pas non plus extraordinairement difficiles, toujours à l'aune de ce qu'ils vont vivre après, bien sûr. Et ensuite, donc là, c'est le mur des noms au camp de Compiègne. Et ensuite, il est transféré dans des wagons de marchandises de Compiègne jusqu'à un grand camp, celui de Sachsenhausen. Sachsenhausen étant à peu près 60-70 km au nord de Berlin. Alors, ça, c'est la dernière lettre qu'il peut écrire de Compiègne. Donc, vous voyez qu'il a déchiré la page d'un roman à 4 sous. On leur avait donné des livres, ils pouvaient avoir accès à des livres, donc il a déchiré les pages de garde et il a écrit à sa mère. Et cette lettre, elle montre la détermination de ces hommes et le fait aussi qu'Alfred s'inscrit dans un projet collectif, dans un refus collectif. Je vais vous lire la partie qui me paraît la plus intéressante. Il dit « Sachez tous que nous sommes tous restés et resterons de bons Français et Bretons. Courage et à bientôt certainement. Haut les cœurs. Samedi matin, quand nous quitterons le camp au nombre d'1 millier, ce sera au chant d'une vibrante Marseillaise que nous dirons adieu aux 2 ou 3 000 camarades qui restent au camp et qui représenteront pour nous, à ce moment-là, tous nos parents et amis que nous laissons derrière nous. Ensuite, nous irons remplir les wagons qui ont rapatrié les quelques prisonniers de guerre plus ou moins malades. Le lendemain, donc lundi 10, regardez les journaux et vous pourrez y lire que 1000 volontaires sont partis pour la relève. Quel bluff, quel mensonge. Ça ne fait rien, on les aura. » Alors, le « on les aura », je ne sais pas si c'est une ironie volontaire de sa part, puisque c'est le mot d'ordre de Pétain à Verdun. Mais en tout cas, ça montre bien la détermination de ces hommes qui, bien sûr, n'ont aucune idée de l'endroit où ils vont arriver, hein, bien évidemment. On peut penser que s'ils savaient ce qu'est un camp de concentration, peut-être que les choses seraient différentes, mais ils ne le savent pas. Et donc, le transfert en Allemagne donne l'occasion de vous montrer la solidarité des cheminots en acte. Alfred, qui est quelqu'un de débrouillard, comme vous l'avez vu, il a réussi à récupérer un papier d'emballage d'une plaque de chocolat. Et il a subtilisé également un crayon et il écrit un mot à sa mère. Et ce mot, arrivé au passage à niveau de Morigny en Haine, c'est dans l'Aisne, il le jette par la fenêtre grillagée du train de wagon de marchandises et il est ramassé par les gardes-barrières qu'il envoie à sa mère. Alors, ça, ce n'est pas un acte de résistance, mais c'est un acte de solidarité. Et je pense que la résistance n'aurait pas pu non plus se développer s'il n'y avait pas eu autour d'elle cette solidarité qui lui permet aussi j'allais dire, de respirer. Ce n'est pas un acte de résistance, mais c'est une véritable solidarité. Après tout, ils n'étaient pas obligés, ils l'ont fait. Et d'ailleurs, il y a une deuxième... on peut supposer que Madame Billan va remercier, et la garde-barrière lui renvoie une deuxième lettre dans laquelle elle dit je n'ai fait que mon devoir. Je trouve ça très, très émouvant. Et, alors on voit ce souci aussi de laisser une trace, hein, parce que là ils partent vers l'inconnu, et donc alors il y en a beaucoup, hein, des mots comme ça, et qui ont été ramassés effectivement par les cheminots. Hein, c'est assez fréquent. Alors une fois qu'il est arrivé à Sachsenhausen, ce qu'on appelle le Grand Camp, là aussi il suit un parcours classique, c'est qu'en général les déportés des pays occupés ne restent pas dans les grands camps. Ce sont tous les internés allemands qui sont dans les grands camps. Et ils sont dirigés vers des commandos de travail. La déportation en 1943, elle a un double objectif. Elle a évidemment une volonté répressive, mais surtout, l'objectif, c'est de remplacer les travailleurs allemands, qui eux sont tous... En Allemagne, tout homme en âge de combattre, en 1943, il est sur le front russe. Donc, pour faire tourner l'économie, il y a bien sûr les femmes allemandes, mais ce n'est pas suffisant. Donc on va envoyer des travailleurs forcés, donc il y a le STO bien sûr, mais il y a aussi toute la main-d'œuvre concentrationnaire. L'objectif à terme, c'est bien sûr de les faire mourir, mais c'est de les faire mourir en utilisant leur force de travail jusqu'à la fin, au maximum. Et donc lui se retrouve avec, ils ne sont pas tous les 6, mais avec certains de ses camarades, au commando de Küstrin. Küstrin, c'est aujourd'hui en Pologne, c'est le long de l'Oder, et c'est une usine de cellulose. Et j'ai choisi volontairement ce document parce qu'il est extrêmement intéressant. Je l'ai déjà utilisé avec des élèves. Alors, avec des élèves
il ne faut pas leur montrer ce côté-là, il faut cacher là-haut, et on leur montre que ça. Et ça témoigne de l'absolue nécessité, quand on fait de l'histoire, d'avoir toujours un regard critique sur les sources. Comment elles sont produites, par qui, pourquoi, où, comment, dans quelles conditions. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un camp de concentration, si vous ne voyez pas tout ça, qu'est-ce qu'il nous dit, bien chère maman, comme et il nous dit toujours en excellente santé, je souhaite qu'il en est de même pour vous, etc. C'est une lettre d'une grande banalité, il dit que tout va bien. Donc, moi, on peut me dire, mais attendez, vous me dites que le camp de concentration, c'est l'enfer sur Terre, mais là, cet homme qui s'y trouve me dit que tout va bien. Il a même une lettre précédente où il dit, par exemple, le moral était patent. Or, bien évidemment, il ne veut pas dire autre chose que cela. Les lettres sont censurées, elles sont lues, elles sont contrôlées, elles sont ouvertes, et toute lettre qui aborderait les réelles conditions de détention serait non seulement détruite, mais entraînerait des punitions, et des punitions les plus sévères. En revanche, ces lettres ont quand même un intérêt pour la famille, c'est qu'elles permettent de savoir que le fils, le frère, le mari est toujours en vie. Et alors, il y en a un certain nombre, je ne peux pas bien sûr toutes vous les montrer, mais au fur et à mesure, quand on lit un peu entre les lignes, et quand on connaît l'homme, puisque je pense que j'ai appris à le connaître, on mesure aussi qu'il y a une sourde inquiétude qui, au fur et à mesure des lettres, apparaît, notamment sur la question du froid, par exemple. Parce que le climat au centre de l'Allemagne, ce n'est pas du tout le climat de la Bretagne, et je pense qu'il découvre des choses qu'il ne connaissait pas. Mais voilà, donc je pense que c'est un document qui est très intéressant aussi pour cela. Il y a très peu de traces en Allemagne du passage d'Alfred Bihan. Pourquoi ? Parce que les SS ont systématiquement détruit toutes les archives des camps, en tout cas ont essayé de les détruire pour ne pas laisser de traces de leurs crimes. Ils n'ont pas pu tout détruire. Parfois aussi des internés allemands, enfin des gens parce que l'administration du camp est faite par les déportés eux-mêmes, ou les internés allemands surtout. Et certains, au péril de leur vie, ont réussi à subtiliser des listes. Alors ici, la première liste, c'est la liste des morts au camp. Donc il est mort au camp de Flossenbürg parce que, face à l'avance des troupes soviétiques, le commando où il se trouve est évacué et il se retrouve au camp de Flossenbürg, qui est à la frontière de la République tchèque aujourd'hui. Donc là, c'est la liste des morts au camp. Et donc, il est classé comme français politique. Tu vois, j'aurais toujours cette vision, une alerte. On était donc en quarantaine, il y en avait dehors, il y en avait dans les baraques. On nous refoule le plus possible au Washroom, là où il y avait quelques robinets. Et qu'est-ce que je vois par terre? Alfred, nu et squelettique. Et puis je regarde le numéro, mais je dis, c'est pas son numéro, puisqu'on avait été immatriculé à peu près dans les mêmes numéros à Flossenbürg. Et puis je regarde l'autre, il y avait 2 morts. Et alors il a fallu, je me suis mis debout et à cheval sur lui pour éviter que les gars qui étaient lui marchent dessus. Et ça, c'est gravé jusqu'à mon prochain départ.